Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une courte absence sur YouTube pour finir toutes mes obligations académiques. Mais désormais que j'ai terminé, j'ai essayé de chercher des livres à lire pour cet été. Et c'est là que j'ai trouvé ce livre qui se nomme Le Nouvel Inconscient de Lionel Nakache, dont j'avais déjà entendu parler. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de livres qui sont accessibles au grand public sur les neurosciences et les sciences cognitives, qui à mon sens sont un peu dilués en termes d'informations. Je pense notamment au livre de Damasio, où ça peut être intéressant, mais j'ai l'impression de pas trop avoir de densité sous la dent. Donc parfois je suis un peu déçue par le fait que l'information soit très diluée. Or, quand je suis allée en librairie pour un peu feuilleter ce livre-là, j'avais l'impression que l'information était moins diluée que dans d'autres livres de vulgarisation, et donc que ça pouvait davantage me plaire, et je pense que c'est un livre qui est assez versatile puisqu'il peut à la fois plaire à des personnes qui auraient des connaissances en psychologie cognitive, en neurosciences, mais aussi à des personnes qui auraient moins de connaissances puisque c'est quand même très bien vulgarisé. Donc, dans ce livre, même s'il est sous-titré Freud, le Christophe Colomb des neurosciences, finalement, la partie qui essaie de mettre en perspective les théories freudiennes de l'inconscient avec les nouvelles théories en neurosciences et en psychologie cognitive est assez minoritaire dans le livre. Je pensais que ça prendrait une place plus grande. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, j'avais été attirée par ce livre. Je pensais qu'il proposait une critique des théories freudiennes au regard des nouvelles théories. Mais finalement, il y a une partie assez majoritaire du livre où il présente les théories contemporaines. Et par la suite, il va essayer de mettre en perspective les anciennes théories freudiennes. Donc, finalement, j'ai trouvé que la première partie de présentation des théories contemporaines était la plus intéressante. Donc, c'est celle que j'ai prévu de présenter dans cette vidéo. J'espère que cela vous plaira et je vous laisse avec la suite. Imaginez quelqu'un qui, sans hésiter, tourne les yeux vers un point précis de l'espace lorsqu'un objet apparaît, mais qui vous affirme en même temps, en toute sincérité, n'avoir absolument rien vu. Son regard s'oriente correctement, son comportement est adapté, et pourtant aucune expérience consciente ne semble accompagner sa perception. Ce phénomène est appelé blind sight, ou vision aveugle. Il illustre une dissociation entre la performance et la conscience. Un individu peut traiter une information et agir en fonction d'elle sans jamais en avoir conscience. Ces situations apparaissent chez des patients qui présentent certaines lésions cérébrales, en particulier des lésions cérébrales dans les aires visuelles. Ils sont donc en quelque sorte aveugles sur une partie de leur champ visuel. Leur vision consciente est altérée, mais certaines voies de traitement de l'information visuelle restent intactes. Ils peuvent donc localiser un stimulus, deviner sa forme ou orienter leur regard correctement, tout en déclarant ne rien percevoir consciemment. Cela montre que le cerveau peut extraire et utiliser des informations de manière inconsciente, indépendamment de toute expérience subjective. Ce type de dissociation, finalement, nous permet même de revoir certaines approches médicales puisque, par exemple, dans le cas de la cécité, nous avons différents niveaux possibles de cécité. Il y a le niveau de cécité décrit dans le blind sight, que j'ai décrit précédemment, mais nous avons aussi d'autres niveaux de cécité plutôt fonctionnels au niveau, par exemple, des yeux, puisqu'il y aurait une cataracte ou d'autres types d'atteintes directes au système visuel au niveau oculaire, mais qui ne seraient pas le même niveau d'atteinte. Il ne s'agirait pas d'un niveau d'atteinte conscient ou inconscient, mais plutôt d'un niveau d'atteinte fonctionnel au niveau de l'organe qui est censé capter les signaux visuels de l'environnement. Ce qui fait que dans la pratique médicale, le médecin ne peut pas juste se baser sur des informations biologiques qu'il pourrait observer sur l'œil du patient pour décrire si le patient est aveugle ou non aveugle, puisque avec le blind sight, le patient peut être aveugle alors que son œil fonctionne très bien et qu'il n'y a pas de lésion apparente. Le discours du patient prend donc une toute autre importance dans le domaine médical avec ce type d'observation. Ces processus inconscients se limitent-ils à des traitements simples, comme localiser un point lumineux ou distinguer des formes, ou est-ce qu'ils peuvent atteindre un niveau de traitement plus élaboré, par exemple un traitement émotionnel ? Pour répondre à cette question, des chercheurs ont pensé à une expérience qui permet de détecter ce traitement émotionnel. Ils ont fait appel à un patient qui se nomme le patient GY et qui est un patient blind sight. Ils ont choisi aussi deux types d'images, soit des images de visage neutre, soit des images de visage apeuré.
Et l'objectif était de montrer ces images soit à la partie saine du champ visuel du patient GY, soit à sa partie qui était lésée, et donc qui lui semblait aveugle subjectivement. Et l'objectif avec cette expérience, c'était d'identifier si l'inconscient de GY allait tout de même traiter ces informations visuelles et ces informations émotionnelles, et ainsi détecter si le visage était neutre ou si le visage était apeuré. Comment ils ont fait? Ils ont tout simplement forcé le choix à GY. Après avoir présenté des visages, même lorsque GY semblait ne rien voir, puisqu'il s'agissait d'un visage présenté à la zone lésée, ils l'ont forcé à répondre: est-ce que le visage est apeuré ou est-ce que le visage est neutre? Le patient GY arrivait sans grande surprise à détecter les émotions sur les visages lorsqu'ils étaient présentés à sa zone consciente. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il arrivait également à détecter de manière significativement supérieure au hasard les bonnes émotions faciales de ces visages lorsque ces visages étaient présentés à sa zone inconsciente. Ce qui signifie que les processus inconscients ne sont pas juste des processus grossiers qui identifient des tendances générales dans l'environnement comme peut-être un mouvement. Ils permettent également d'identifier des éléments plus subtils comme des expressions faciales. Pour comprendre le phénomène du blind sight, il faut maintenant entrer dans les bases de la neuroanatomie. Donc accrochez vos ceintures, on va rentrer un peu plus dans les détails. Tout commence déjà au fond de l'œil, dans la rétine, c'est là que les cellules sensibles à la lumière transforment les informations visuelles en signaux électriques, qui sont ensuite transmis au cerveau via le nerf optique. Il y a nos deux nerfs optiques qui sont liés à chacun de nos yeux, qui se rejoignent ensuite au niveau d'une structure centrale qui est appelée le chiasma optique. Et c'est à cet endroit qu'une partie des fibres nerveuses se croisent, ce qui permet de regrouper les informations qui viennent d'une même moitié du champ visuel dans un seul hémisphère cérébral, puisque l'œil gauche va capter la moitié du champ visuel gauche, et l'œil droit va aussi capter l'autre moitié du champ visuel gauche, et vice-versa, chaque œil va aussi capter la moitié du champ visuel droit. Donc il faut regrouper ces informations. Et ensuite, lorsqu'elles sont regroupées, l'hémisphère droit va traiter la partie gauche du champ visuel et l'hémisphère gauche va traiter la partie droite du champ visuel. Donc il y a une sorte d'inversion dans le traitement du champ visuel par rapport aux hémisphères. Après ce croisement, les fibres poursuivent leur trajet sous le nom de bandelettes optiques, puis font relais dans une structure du thalamus appelée le corps genouillé latéral. Et de là, les informations sont envoyées vers l'arrière du cerveau, dans le cortex occipital, via les radiations optiques. Elles atteignent finalement une région clé, qui est le cortex visuel primaire, également appelé cortex strié. Cette zone constitue la principale porte d'entrée des informations visuelles dans le cortex. C'est à partir d'elle que les informations sont distribuées vers de nombreuses autres aires cérébrales spécialisées. Or, chez les patients atteints de blind sight, c'est précisément cette région qui est lésée. Ceci explique pourquoi ils n'ont pas d'expérience visuelle consciente. Cependant, c'est cette voie principale qui est lésée, mais ce n'est pas la seule voie pour avoir une expérience visuelle, plutôt pour percevoir visuellement. Mais pas forcément de manière consciente cette fois-ci. Il existe d'autres circuits alternatifs, plus discrets, mais qui permettent de contourner le cortex visuel primaire. L'un des plus importants dans le cas du blind sight, c'est la voie dite colliculaire. Dans cette voie, certaines fibres issues de la rétine ne passent pas par le thalamus visuel, mais cette fois-ci se dirigent vers une structure du tronc cérébral qui est appelée le colliculus supérieur. Ce colliculus supérieur joue un rôle dans l'orientation de l'attention et des mouvements oculaires. Mais il est aussi connecté à d'autres structures, par exemple l'amygdale, qui est impliquée dans le traitement des émotions. Voilà, tout c'est clair, je pense, à ce stade-là, ainsi qu'à certaines régions corticales. Il constitue donc un circuit visuel parallèle qui est capable de traiter des informations sans passer par les voies habituelles de la vision consciente. C'est ce circuit qui reste fonctionnel chez les patients blind sight, ce circuit parallèle. Autrement dit, même lorsque la voie principale vers le cortex visuel primaire est interrompue, il y a quand même certaines informations visuelles qui continuent à être traitées via ces voies alternatives. Cela permet d'expliquer pourquoi ces patients peuvent réagir à des stimuli visuels sans en avoir conscience. Jusqu'à maintenant, nous avons surtout étudié les processus inconscients en nous basant sur
des phénomènes pathologiques, comme le blind sight. Mais nous pouvons également l'étudier grâce à des phénomènes normaux chez les sujets sains, comme la perception subliminale. La perception subliminale, je pense que vous connaissez déjà, mais je vais tout de même présenter le principe. Il s'agit de présenter un stimulus très rapidement, par exemple une image qui va être présentée tellement rapidement, quelques millisecondes, que votre cerveau ne va pas la détecter consciemment. Bon, je fais une erreur méréologique, mais vous n'allez pas la détecter consciemment. Or, vous allez tout de même traiter l'information inconsciemment, mais vous aurez l'impression de ne pas avoir vu le stimulus. Donc il y a le fait d'avoir une présentation de stimulus inférieure à un certain seuil, mais il y a aussi le fait d'utiliser par exemple d'autres méthodes qui permettent d'avoir cette perception subliminale, comme le masquage, qui consiste à présenter un stimulus extrêmement rapidement et tout de suite mettre un autre stimulus à la place beaucoup plus longuement. Et donc même si peut-être que le stimulus seul vous l'auriez perçu, le fait qu'il soit immédiatement suivi par un autre stimulus plus long va faire en sorte que vous n'allez pas percevoir consciemment le premier stimulus qui a été présenté extrêmement rapidement, puisque le deuxième stimulus va servir de masque. Sauf que ce premier stimulus qui aura été présenté extrêmement rapidement, même si vous ne l'avez pas perçu consciemment, va influencer vos perceptions par des processus inconscients, et donc peut-être que vous allez percevoir ou traiter le deuxième stimulus différemment du premier. Et le fait que vous le traitiez différemment prouve que ces processus inconscients ont perçu ce premier stimulus. Dans ces expériences, chaque essai comportait 2 visages. Le premier était très brièvement présenté et immédiatement masqué. Ça signifie qu'il échappait à la conscience du sujet, alors que le second était plus longuement affiché et était clairement perçu par le sujet. Donc du point de vue du participant, il n'y avait qu'un seul visage visible. Cependant, les visages visibles étaient toujours neutres ou joyeux, alors que les visages masqués, donc invisibles, pouvaient exprimer soit de la peur, soit de la neutralité. Cela signifie que toute variation émotionnelle pertinente se trouvait dans un stimulus que le sujet ne percevait pas consciemment. Qu'est-ce que nous avons obtenu comme résultat ? Lorsque le visage masqué exprimait de la peur, l'amygdale du sujet s'activait significativement. En revanche, cette activation diminuait lorsque le visage masqué était neutre ou joyeux. Ce résultat est donc encore plus intéressant parce qu'il reproduit ce que l'on observait déjà chez les patients atteints de blind sight, mais là chez des sujets sains. Dans les 2 cas, les stimuli émotionnels non perçus consciemment activent les mêmes circuits cérébraux, donc cela suggère que les voies du traitement inconscient, et notamment celles impliquant l'amygdale et les circuits sous-corticaux comme le colliculus supérieur que j'avais présenté précédemment, ne sont pas propres à des cerveaux lésés, mais il s'agit d'une sorte de voie parallèle qui fait aussi partie du fonctionnement normal du cerveau humain. Les mécanismes révélés par le blind sight ne sont donc pas des anomalies ou des circuits parallèles de remplacement, ce sont juste des capacités ordinaires de traitement inconscient que nous mobilisons tous, même en l'absence de pathologie. Nous pouvons déduire de cela qu'il existe 2 principales voies qui permettent de traiter les informations visuelles. Une voie qui serait plus grossière, plus générale, qui serait la voie colliculaire, et une voie plus détaillée qui passerait par la voie principale du cortex visuel primaire. Ces différences entre les 2 voies tiennent notamment au type de cellules qui les alimentent. La voie colliculaire, par exemple, reçoit principalement des informations issues des cellules dites magnocellulaires. Qu'est-ce que les cellules magnocellulaires ? Ce sont des cellules qui sont peu sensibles aux détails fins et à la couleur, mais en revanche elles sont très efficaces pour détecter les mouvements et couvrir l'ensemble du champ visuel, en particulier sa périphérie. Alors qu'à l'inverse, la voie principale passant par le cortex visuel primaire est plutôt alimentée par des cellules parvocellulaires, qui sont spécialisées dans l'analyse fine des formes, des couleurs et des détails, mais beaucoup moins performantes dans le traitement du mouvement et plutôt limitées au centre du champ visuel. À partir de ces éléments, on peut facilement formuler une hypothèse qui est que le cerveau disposerait de 2 principaux systèmes visuels qui seraient complémentaires. D'un côté, nous aurions le système rapide, inconscient, qui serait centré sur la détection des mouvements et des signaux globaux, et qui fournirait une représentation simplifiée mais immédiatement exploitable de l'environnement. Et de l'autre côté, nous aurions un système qui serait plus lent, conscient, capable d'une analyse détaillée et riche des scènes visuelles, mais limité à une portion plus restreinte du champ visuel. Comment tester cette hypothèse des 2 voies ? Nous avons différentes expériences possibles, mais je vais vous rapporter une étude en particulier,
qui a montré que l'activation inconsciente de l'amygdale par des visages effrayés ne nécessitait pas une analyse très fine de l'ensemble du visage. Des indices visuels très simples peuvent suffire. Par exemple, l'augmentation de la surface visible du blanc des yeux, qui est la caractéristique d'une expression de peur, peut suffire pour activer l'amygdale. Même des stimuli extrêmement simplifiés, par exemple un dessin schématique d'yeux agrandis, peuvent déclencher une activation de l'amygdale sans perception consciente. Ça signifie que l'inconscient ne va pas se baser forcément l'inconscient visuel, sur plein d'informations très détaillées de la scène visuelle, sur des couleurs, sur des formes très précises, mais parfois, certains traits très simples peuvent permettre d'identifier des dangers, ou peuvent permettre d'identifier des expressions faciales particulières, etc. Ce qui permet d'avoir un traitement vraiment rapide de l'information. Cela suggère donc que le traitement inconscient repose sur des indices globaux, rapides et quand même plutôt peu détaillés dans le champ de la perception visuelle. Mais cela permet d'extraire des informations pertinentes vraiment rapidement et aussi des informations émotionnelles. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de détails pour extraire ces informations émotionnelles. L'inconscient visuel ne reconstruit donc pas le monde avec précision, mais il en capte plutôt les régularités saillantes qui sont suffisantes pour orienter rapidement le comportement. L'objectif de Lionel Nakache dans son livre est de dépasser l'inconscient stupide, les anciens modèles de l'inconscient, le modèle jacksonien, qui décrivait l'inconscient comme un traitement de l'information très simpliste comparé au conscient, alors que ce que l'on voit à travers toutes les expériences qui ont été réalisées, c'est que l'inconscient est capable de traitements bien plus complexes qu'on ne le pensait à l'origine. Et donc, il y a différents exemples. À chaque fois, c'est souvent des exemples qui sont des exemples pathologiques qui permettent d'identifier les spécificités de l'inconscient, puisque certaines lésions ou certaines incapacités permettent de mettre en relief les capacités de l'inconscient. Et c'est le cas notamment de la patiente DF qui a eu une intoxication au monoxyde de carbone, et cela lui a laissé une agnosie visuelle aperceptive, ce qui fait qu'elle perçoit visuellement ce qui l'entoure, et elle sait par exemple ce que sont les objets, ce qu'est un ballon, une cafetière, etc. Mais c'est comme si sa perception n'arrivait pas à se structurer, qu'elle n'arrivait pas vraiment à percevoir de manière structurée la cafetière qui était devant elle, comme si le monde n'était pas structuré. Donc c'est un cas très très intéressant qui permet d'arriver à comprendre les spécificités de l'inconscient et du conscient à travers différentes expériences qui ont été menées sur elle. Nous avons une expérience qui est maintenant devenue classique et qui permet de révéler toute la portée de ce trouble que j'ai décrit jusqu'à maintenant. Cela s'appelle la tâche dite de la boîte aux lettres. Lorsqu'on demande à DF de décrire l'orientation d'une fente, elle en est incapable. En revanche, si on lui demande d'insérer une lettre dans cette fente, elle peut s'ajuster spontanément et correctement, et ainsi rentrer la lettre dans la fente, alors même qu'elle ne perçoit pas consciemment l'orientation de la fente. Autrement dit, elle ne peut pas arriver à décrire cette orientation, mais son système moteur, lui, y a accès et l'utilise efficacement. Cela relève une dissociation entre sa perception consciente et le guidage de l'action. Ce cas a conduit à distinguer deux grandes voies visuelles, la voie ventrale, souvent appelée la voie du what's, du quoi, qui est impliquée dans l'identification consciente des objets. C'est elle qui est lésée chez la patiente DF. A l'inverse, la voie dorsale dite du where, du où, ou alors du comment, est impliquée dans le guidage de l'action et reste intacte chez elle. C'est cette voie qui lui permet d'agir correctement malgré son incapacité à reconnaître consciemment ce qu'elle voit. Donc contrairement aux phénomènes observés dans le blind sight, qui repose en grande partie sur des circuits sous-corticaux relativement simples, les capacités préservées chez la patiente DF reposent sur des régions corticales complexes. Cela montre que les traitements inconscients sophistiqués peuvent être réalisés au sein même des structures cérébrales les plus élaborées. L'inconscient ne peut donc pas être réduit à un système primitif ou limité. Il participe pleinement à des opérations cognitives riches, y compris dans les réseaux corticaux impliqués dans des fonctions de haut niveau.
Lionel Nakache décrit l'inconscient comme un citoyen sans frontières. Cela signifie que l'inconscient n'est pas cloisonné dans une zone spécifique du cerveau, puisqu'il y avait d'anciens modèles qui décrivaient l'inconscient comme spécifique à une zone en particulier, peut-être des zones plus archaïques, alors que maintenant on sait que n'importe quelle zone du cerveau peut avoir des processus inconscients qui sont liés aussi je vais pas dire aux spécificités, puisque justement on a dépassé cette époque où on pensait que chaque zone avait une spécificité, mais disons que chaque zone a plutôt des tendances en termes de traitement. Il y a des zones qui tendanciellement vont plus traiter le langage, ou plutôt traiter le moteur ou d'autres types de fonctions. Et donc chacune de ces zones peut traiter ses spécificités de manière inconsciente. Le langage peut être traité de manière inconsciente, d'autres types de zones peuvent traiter leur spécificité de manière inconsciente, et donc il n'y a pas de zone qui serait spécifique à l'inconscient, puisque chaque zone peut traiter les informations de manière consciente ou inconsciente. Il y a donc eu une phase où les chercheurs ont commencé à chercher les corrélats neuronaux de l'inconscient, ce qui n'est pas forcément simple, sachant aussi qu'au départ, les expériences qui étaient réalisées n'étaient pas directement au niveau des neurones, mais plutôt au niveau des réponses comportementales. Par exemple, lorsque je parlais de la perception subliminale, on s'attendait à des réponses comportementales du sujet, et c'est là qu'on s'est dit peut-être que le traitement inconscient permet de traiter tel ou tel type de tâche, puisque le sujet répond de telle manière d'un point de vue comportemental. Mais par la suite, ils se sont dit qu'il serait intéressant aussi d'identifier les corrélats neuronaux spécifiques à l'inconscient, et c'est là qu'il fallait arriver à construire une tâche expérimentale qui permettait d'isoler ces corrélats neuronaux. D'où l'idée d'un nouveau paradigme expérimental qui se nomme la suppression par répétition. Notre objectif est d'essayer d'identifier les invariants, qu'est-ce qui est vraiment codé par un groupe de neurones ou par un neurone particulier. Ce que l'on va faire, c'est que lorsqu'un neurone est activé par un stimulus donné, on observe que sa réponse diminue si ce même stimulus est présenté à nouveau. Donc on va se servir de cette propriété-là, car cette diminution constitue un indice précieux sur la manière dont l'information est codée par ce dit neurone. En modulant certains paramètres du stimulus, par exemple sa taille ou sa forme, si on prend, imaginons un carré, et que l'on présente à chaque fois des carrés de différentes tailles, ou que l'on présente des ronds, il va à chaque fois y avoir des éléments qui sont variants et des éléments qui sont invariants. Et on va observer la réaction du groupe de neurones ou du neurone pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il code vraiment en identifiant les variants et les invariants dans ce qu'on présente. Par exemple, est-ce qu'il s'active à chaque fois qu'on présente un carré, quelle que soit sa taille, ou est-ce que selon les différences de taille, le neurone s'active ou non ? Et si par exemple le neurone s'active à chaque fois qu'il y a un carré, même si ce carré a des tailles différentes, cela signifie que ce neurone est sensible à la forme carré, quelle que soit sa taille. Alors que s'il ne s'active que lorsque le carré est petit, cela signifie qu'il n'est pas sensible à la forme carré. Donc cette méthode a été adaptée aux neurosciences cognitives, notamment en imagerie cérébrale pour identifier le contenu des représentations mentales. Puisque l'idée dans notre cas, avec l'inconscient et le conscient, est que si un stimulus inconscient et un stimulus conscient partagent une même représentation dans le cerveau, alors leur répétition devrait produire un effet de suppression dans les mêmes régions. Donc c'est ce type de raisonnement qui va nous permettre de comprendre si l'inconscient utilise le même type de réseau que le conscient pour traiter les mêmes choses. Et c'est ce qu'a utilisé Lionel Nakache pour étudier le traitement inconscient des nombres. L'hypothèse était que si un nombre présenté de manière subliminale est traité au niveau sémantique, c'est-à-dire en tant que quantité, alors cette information devrait être représentée dans des régions cérébrales connues pour coder des quantités numériques. Ces régions se situent dans le sillon intrapariétal, à droite et à gauche, une zone du cortex pariétal fortement impliquée dans la représentation des nombres. Si l'inconscient accède réellement au sens numérique, alors la présentation répétée d'une même quantité, même sous une forme subliminale, devrait produire une diminution de l'activité dans ces régions. Si l'on fait une expérience où on présente déjà un nombre de manière inconsciente, puis suivi juste après d'un nombre de manière consciente, on va pouvoir observer cet effet de répétition, puisque les participants répondent légèrement plus rapidement lorsque la quantité du nombre amorce, donc le nombre qui a été présenté de manière inconsciente, correspond à celle du nombre cible, donc il y a cet effet de répétition qui est observable déjà d'un point de vue comportemental, mais surtout les données d'imagerie cérébrale montrent une diminution d'activité dans le sillon intrapariétal lors de ces répétitions. Donc cela signifie que la même zone a déjà été utilisée et qu'elle est réutilisée et qu'il y a cet effet de répétition dont nous parlions précédemment. Cela signifie que les nombres présentés de manière non consciente ont bien été traités au niveau de leur signification, ici de leur quantité,
et qu'ils ont activé les mêmes réseaux cérébraux que les nombres perçus consciemment. Une idée assez répandue en neurosciences et en psychologie cognitive, c'est d'associer la conscience au contrôle et d'associer l'inconscient au non-contrôle. Au fait d'être dominé finalement, il y a beaucoup de théories sur le fait qu'on est dominé par notre inconscient et que véritablement il n'y aurait que la conscience que l'on contrôle. Mais finalement, il y a un certain nombre d'expériences qui ont remis en question cette dichotomie entre la conscience et l'inconscient. Un exemple intéressant provient à nouveau de l'étude du patient atteint de blind sight, notamment le patient GY, et dans une expérience, GY devait discriminer l'orientation de petites barres présentes dans la partie aveugle de son champ visuel. Comme souvent dans ce type de tâche, ses performances étaient bien supérieures au hasard alors qu'il disait ne rien percevoir consciemment. Mais le point important de ce protocole résidait dans le fait qu'à chaque essai, une flèche apparaissait dans la partie saine de son champ visuel. Et cette flèche indiquait l'endroit où le stimulus allait apparaître dans le champ qu'il ne percevait pas consciemment. Donc cette flèche orientait volontairement son attention spatiale. Dans certains essais, la flèche était correcte, elle orientait correctement à l'endroit où le stimulus allait apparaître, alors que dans d'autres, elle pointait vers une mauvaise position. Donc l'objectif de cette flèche, c'était de pouvoir traiter plus rapidement les stimuli si l'on savait à l'avance que les stimuli allaient apparaître à un endroit du champ visuel. Et si l'inconscient était totalement indépendant de tout contrôle, alors cette manipulation attentionnelle aurait dû n'avoir aucun effet. La performance de GY devrait rester identique, puisque le stimulus lui-même n'est pas perçu consciemment. Or, les résultats montrent l'inverse. Les réponses de GY sont significativement meilleures et plus rapides lorsque son attention est orientée vers la bonne position. Autrement dit, l'orientation consciente de son attention modifie le traitement d'un stimulus qu'il ne perçoit pas consciemment. Cela nous amène donc à la conclusion que certaines représentations inconscientes ne sont pas entièrement automatiques ni indépendantes du conscient. Elles peuvent être modulées par des processus de contrôle conscient et en particulier par l'attention. Ainsi, orienter son attention vers une zone particulière de l'espace ne renforce pas seulement le traitement conscient des informations qui s'y trouvent, mais peut également renforcer le traitement inconscient des informations qui s'y trouvent. Ce qui nous permet de dépasser cette dichotomie entre le traitement conscient qui permettrait le contrôle et le traitement inconscient qui ne permettrait pas le contrôle, puisque un certain nombre de contrôles conscients ont aussi des répercussions sur notre traitement inconscient. Je vais maintenant vous parler de la propriété d'évanescence de l'inconscient, qui est une propriété fondamentale pour comprendre l'inconscient, et notamment de l'expérience de Sperling, qui est une expérience connue, qui est aussi reprise souvent en philosophie. Il s'agissait de présenter un tableau aux participants de 12 lettres réparties en 3 lignes. Au départ, donc le tableau était présenté vraiment très rapidement aux participants, et juste après, il disparaissait. Ensuite, on demandait aux participants de rapporter les lettres qu'ils avaient vues, et en moyenne, les participants rapportaient 5 lettres sur les 12. Mais par la suite, Sperling s'est dit, donc c'était un peu des lettres qui étaient réparties de manière aléatoire dont les participants se rappelaient, et Sperling s'est dit, est-ce que en réalité les sujets se rappellent de toutes les lettres dès le départ ou non, et est-ce que si je leur pose des questions plus précises, ils pourraient se rappeler des autres lettres? Donc c'est pour cela que il a pensé à une extension de son expérience en rajoutant des sons qui apparaissaient juste après la disparition du tableau, soit un son aigu, soit un son intermédiaire, soit un son grave. En fonction du son, le sujet devait soit rappeler la ligne du haut, soit la ligne du milieu, soit la ligne du bas. Donc chaque son était associé à une ligne, et il s'est rendu compte que finalement, la présentation de ces sons permettait aux participants de rappeler parfaitement la ligne qui était associée au son. Par exemple, c'était peut-être le son aigu. La plupart des participants rappelaient parfaitement les différentes lettres qui étaient associées à ce son aigu. Ce qui signifie que les participants avaient en tête, de manière inconsciente, toutes les lettres du tableau juste après la présentation du tableau, et donc que si l'on orientait la question, ils pouvaient très bien se rappeler de certaines lettres spécifiques. Mais que la connaissance de ces lettres disparaissait extrêmement rapidement, ce qui fait qu'une fois qu'on a dépassé un certain temps très court,
les sujets ne se rappelaient plus des autres lettres, et c'est pour ça qu'en moyenne ils s'en rappelaient de 5, c'est que le temps qu'ils énoncent les 5 lettres dont ils se souvenaient, ils avaient oublié les autres lettres. Et c'est pour cela que lorsqu'on leur demande de manière plus spécifique de se souvenir d'une ligne en particulier, ils arrivent à se souvenir de cette ligne puisque la demande s'est effectuée dans un temps très spécifique, court après la présentation du tableau, où ils se rappelaient encore inconsciemment de toutes les lettres. D'où la caractéristique évanescente de l'inconscient, puisqu'il y a cette mémoire très puissante de tout le tableau qui est présent au départ, mais très rapidement, les lettres vont être oubliées par le sujet. Et donc, orienter l'attention vers une certaine zone du tableau permet de se rappeler de cette zone du tableau, puisqu'au départ, le tableau est mémorisé en entier par l'inconscient. Durant la première partie de son livre, Lionel Nakache va plutôt présenter l'inconscient comme plus proche du conscient qu'on ne le pensait, notamment concernant sa complexité d'analyse ou sa localisation au niveau du cerveau. Et ensuite, il va identifier au contraire des propriétés qui différencient le conscient et l'inconscient. Donc nous avons déjà cette première propriété qui est l'évanescence que j'ai présentée précédemment, qui fait en sorte que l'inconscient a une rétention d'informations qui est très courte, qui peut être massive mais très courte et qui s'évanouit assez rapidement, alors que le conscient nous permet de retenir des informations bien plus longtemps et même de les inscrire dans notre mémoire à long terme. Une deuxième propriété qui est liée à la première, c'est le traitement de ces informations dans des stratégies cognitives ou encore de la planification. C'est le fait de retenir ces informations, de les articuler entre elles qui nous permet de réaliser des traitements complexes conscients, de réaliser des stratégies, de faire des planifications de vie ou autres, ce qui n'est pas possible avec le traitement inconscient. Et la troisième propriété m'a laissé un petit peu plus perplexe. Bon, si Lionel Nakache passe par là, il pourra m'expliquer par mail. C'est la propriété comme quoi l'inconscient n'amènerait pas à des actions intentionnelles. Puisque si on reprend le cas des patients blindsight, ils peuvent percevoir inconsciemment les visages avec différentes expressions qui leur sont présentées, mais ils disent ne rien voir. Et lorsqu'on leur force le choix entre le visage était peut-être joyeux ou pas joyeux, ils vont tendanciellement avoir la bonne réponse puisque l'information a été traitée inconsciemment. Toutefois, si on ne leur avait pas forcé le choix, ils n'auraient pas réalisé une action en rapport avec ce qu'ils ont vu puisqu'ils pensent ne rien avoir vu. Donc c'est de là d'où vient l'intuition de Lionel Nakache, c'est que tant qu'on ne force pas le choix à ce qu'on a perçu inconsciemment, il ne va pas y avoir d'action intentionnelle qui va être initiée. Mais ce que je me dis, c'est que tout dépend de ce qu'on appelle action intentionnelle. Peut-être que c'est juste que j'ai une définition d'intentionnel ou d'action volontaire qui est très faible, dans le sens où il y a beaucoup d'actions que je peux considérer comme volontaires ou intentionnelles, et peut-être qu'il y a une définition plus forte de ce qu'est l'intention. Parce que pour moi, c'est juste le fait de ne pas avoir de sentiment d'incongruence avec ce qu'on est en train de faire. Comme par exemple le fait d'ouvrir une porte, je pense que c'est un processus qui est principalement inconscient et qu'on n'est pas en train de conscientiser le fait qu'on est en train d'ouvrir une porte. Et pourtant, tant qu'il n'y a pas d'incongruence dans le ressenti de ce qu'on fait et tant que ça nous semble cohérent, je pense que c'est une action intentionnelle. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'actions qui sont faites de manière intentionnelle et principalement dirigées par l'inconscient, mais peut-être qu'on parle pas de la même chose, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Maintenant, je vais vous parler d'un modèle qui est très important en neurosciences cognitives, qui se nomme l'espace de travail global conscient, tel qu'il a été présenté ici dans le livre de Lionel Nakache. Et l'idée générale de ce modèle, elle repose sur la distinction entre deux types d'architecture cérébrale. Donc d'un côté, notre cerveau est composé d'une multitude de petits réseaux spécialisés qui fonctionneraient en parallèle et qui produiraient en permanence un grand nombre de représentations mentales inconscientes. Et ces processus-là seraient distribués, locaux et largement indépendants les uns des autres. Et de l'autre côté, nous aurions un réseau neuronal d'un autre type, qui serait le réseau global, dont le contenu correspondrait à ce que nous expérimentons consciemment à un instant donné. Ce réseau serait ce que l'on appelle l'espace de travail global conscient, et il s'agirait d'un modèle biologique de la conscience qui vise à expliquer comment certaines informations accèdent à l'expérience subjective. Ce réseau global, il se distingue déjà par sa taille, car contrairement aux circuits spécialisés, il s'étend à l'échelle du cerveau tout entier. Les neurones qu'il compose ne sont pas localisés dans une seule région, mais ils sont répartis à travers de nombreuses aires cérébrales. Il est connecté à un grand nombre de systèmes spécialisés et peut donc intégrer et redistribuer l'information à l'ensemble du cerveau.
Une deuxième propriété fondamentale concerne le mode de communication interne de ce réseau. Les neurones de l'espace de travail global seraient massivement interconnectés entre eux, et cette interconnexion permettrait une diffusion rapide et coordonnée de l'information à grande échelle. Donc si l'on fait une métaphore pour essayer d'illustrer le fonctionnement de ce réseau global, imaginez un groupe de personnes lors d'une discussion, soit il y aurait plusieurs conversations qui auraient lieu en parallèle, donc ça ce serait plus les mini-réseaux localisés, inconscients, soit ce serait une seule conversation qui capterait l'attention de tout le groupe. Et dans ce cas, cette voix dominante correspondrait au réseau global qui lui serait conscient. La conséquence de cette organisation, c'est qu'à chaque instant, nous n'avons qu'une seule représentation consciente, nous n'avons pas une superposition de représentations. Désormais, je vais parler du processus de prise de conscience. Imaginez qu'il y a une sorte de scène qui serait la conscience et il y a plein d'informations qui sont en concurrence et ce processus de prise de conscience fonctionne en amplification attentionnelle descendante, dans le sens où il y a toute cette concurrence entre les informations et une fois qu'il y a une information qui arrive à prendre le dessus, alors elle est amplifiée et arrive à se mettre en avant sur cette scène de la conscience. Mais s'il y a déjà une information qui est importante sur cette scène de la conscience, par exemple vous êtes absorbé par votre travail et donc vous essayez de maintenir votre attention, toutes les autres informations autour seront diminuées et n'arriveront pas à prendre le dessus. Par exemple, il y a une télévision en fond, mais vous n'allez pas entendre cette télévision puisque l'information principale qui est votre travail va prendre le dessus. En revanche, s'il y a des informations qui sont assez marquantes, saillantes ou pertinentes, si par exemple quelqu'un prononce votre prénom va prendre le dessus sur cette scène de la conscience puisque c'est une information qui est plus pertinente que les autres et donc qui va vous marquer et qui va prendre le dessus dans cette compétition. Il y a donc cette compétition constante entre les informations et il y a toujours une information qui va réussir à prendre le dessus sur les autres en fonction de différents critères, soit parce qu'il s'agit d'un danger, par exemple il y a quelque chose qui passe rapidement devant vous, soit parce qu'il s'agit d'une information qui est personnelle, comme votre prénom, soit parce que vous essayez d'être concentré sur quelque chose. Désormais, je vais vous parler des 4 types d'inconscients qui ont été décrits par Lionel Nakache, le premier étant l'inconscient structurel. Cela signifie qu'il y a certains types d'informations inconscientes que l'on représente comme des représentations mentales, dans le sens où c'est toujours la même zone neuronale qui va être activée, mais il y a d'autres types d'inconscients, comme l'inconscient structurel, qui, lui, va plus être lié à la structure générale de nos connexions neuronales. Par exemple, si vous êtes exposé fréquemment à un même stimulus, peut-être que les connexions synaptiques entre vos neurones vont changer, la structure de votre réseau neuronal va changer, mais sans qu'il y ait une représentation mentale précise qui soit générée. C'est peut-être la structure même générale de votre cerveau qui va changer. Donc c'est ça qu'on appelle l'inconscient structurel, c'est que vos expériences quotidiennes vont changer la structuration de votre cerveau sans que vous en ayez conscience, mais ça va modifier aussi la manière dont vous allez percevoir les nouveaux événements. Une deuxième catégorie d'inconscient correspond aux représentations non connectées à l'espace de travail global. Il s'agit ici de contenus qui sont bien représentés, mais dans des systèmes cérébraux qui ne disposent pas des connexions nécessaires pour accéder à la conscience. L'exemple classique, c'est celui des traitements visuels qui impliquent le colliculus supérieur dans le cas des patients blind sight. Ces informations peuvent guider le comportement, mais elles restent confinées à des circuits qui ne communiquent pas avec le réseau global. Une troisième catégorie d'inconscient regroupe les représentations qui sont à la fois codées et connectées au réseau global, mais qui ne sont pas amplifiées. Elles ne franchissent pas un seuil nécessaire d'intensité ou de durée, ou ne bénéficient pas d'un contexte attentionnel favorable pour arriver à la conscience. C'est typiquement le cas de la perception subliminale. Des mots ou des nombres présentés brièvement activent des représentations riches dans le cortex, mais ces activations restent trop faibles ou trop fugaces pour être sélectionnées et amplifiées. Et la 4e catégorie d'inconscient, c'est ce que je décrivais précédemment avec cette histoire de devant de la scène et du fait que vous soyez absorbé par vos devoirs ou des choses à faire. C'est le fait que l'information n'arrive pas à la conscience parce que la conscience est déjà prise par une information qui serait plus importante que cette deuxième information. Donc cette information serait activée de manière prolongée, mais il n'y aurait pas cette amplification qui lui permet d'arriver au devant de la scène et donc au niveau de la conscience parce que vous êtes déjà absorbé par autre chose.
En conclusion, Lionel Nakache essaie de mettre en avant la richesse et la complexité de l'inconscient dans son livre, et il essaie de dépasser les anciennes visions d'un inconscient qui serait très simplifié, même si je pense que maintenant cette idée est de plus en plus ancrée dans la population générale. Donc je vous conseille de lire ce livre, je n'ai pas dit toutes les informations dans cette vidéo pour quand même en laisser au livre, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le faire d'ailleurs. Et il y a aussi toute la partie sur Freud que je n'ai pas présentée dans cette vidéo, et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir, elle est intéressante. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt.